Le mirage du moi, le spectacle et le spectateur. Un ouvrage de Jean-Marc Montel, conçu et élaboré par Bernard Séguézy, aux éditions Acarias l'Originel. Extrait. Laisser les plaisirs, les désirs, s'épuiser dans l'écoute. L'envie tend vers le bonheur et en même temps nous en éloigne. Il est vrai que cela engendre un sentiment d'insatisfaction et en même temps une envie de répétition qui ne cesse de se renouveler tant que le véritable désir n'est pas exploré. Dans tout objet de désir, c'est la lumière du soi qui se réfléchit, donnant l'impression qu'il la contient. Mais dès que l'objet est saisi, la main est vide et la faim revient. Il y a confusion entre le soi et l'objet. Dissociez donc l'expérience du bonheur, qui est purement non-duel, des circonstances qui l'ont suscité. Vous êtes alors immergé dans un vécu plein et silencieux, libre de demande et d'attente. Dans la perspective du soi, en tant qu'unique réalité, le plaisir et la douleur ne sont que deux formes de lui-même, qui ne remettent nullement en cause la réalité de ce qu'il est. Se lamenter sur la douleur, c'est oublier qu'elle est aussi la manifestation de l'unique réalité. Se réjouir du plaisir, c'est oublier qu'il est aussi la manifestation de l'unique réalité. La douleur et le plaisir ne vont pas l'un sans l'autre. Quand l'un émerge, l'autre s'efface. Ils sont chacun l'ombre de l'autre. Étant le marionnettiste dont chacune des mains est coiffée de formes d'apparences opposées, vous ne remettez pourtant jamais en cause l'unité de votre être, bien qu'elle puisse apparaître sous des jours différents. La différence n'est qu'apparence. L'unité la transcende. Dans l'unité, tout est un. Dans l'identification, il y a division et aspiration à la dissolution. C'est la nostalgie de l'un qui anime toute forme qui se croit séparée. Lorsque je parviens à réfréner mes désirs, ils n'en reviennent que plus fortement. Comment faire ? Lorsque les diverses compensations du moi sont vues à partir d'un regard qui voit, sans pour autant juger, il y a une distanciation d'avec ces perceptions. Vous réalisez que vous, en tant que globalité, êtes le connaisseur de ces fonctionnements, et vous vous en détachez. Dans ce détachement, qui est une non-saisie et non-identification à l'objet, il y a ouverture, tranquillité. La tranquillité propre à l'être agit et transforme la manifestation. Elle la met en ordre, éliminant l'inutile. Cette élimination se fait à son rythme. Elle ne peut être hâtée sans créer un conflit qui renforce la résistance. Une résistance écoutée se résorbe dans l'écoute. Une résistance refusée est nourrie et stimulée. Par quel mécanisme ressent-on le désir dans le corps ? Est-ce une perception hallucinatoire ? Lorsque le mental projette la joie du soi dans le monde objectif, le corps se met en mouvement pour aller saisir le joyau désiré. Le plaisir est aussi une forme de réaction. Il s'enracine dans la projection qui fait briller l'objet de la lumière du soi, donnant l'impression qu'il la contient. Si ce désir trouvé en apparence dans le corps appartient au moi, comment se fait-il qu'il puisse nous sembler y être soumis, notamment quand on parle de pulsion ? Je pense particulièrement à l'aspect sexuel du désir. L'extase est tant désirée qu'il se crée un attachement à toute expérience qui y ressemble.
Son caractère fugace est la preuve qu'il ne s'agit pas de la béatitude elle-même, mais que de son reflet. Au fil des excitations et déceptions, le parfum de la permanence vient se substituer à celui de l'impermanence. Le désir de permanence est alors l'unique désir. Il provient de la permanence elle-même, lumière stable qui éclaire le monde. L'asservissement au désir est lié à une confusion quant à l'objet véritable du désir. Lorsque vous réalisez que vous êtes vous-même l'objet de tout désir, le désir s'éteint dans la tranquillité de son absence. On peut ainsi résumer le désir comme une expression de la mémoire conditionnée par le souvenir de la sensation de plaisir, quelle qu'elle soit. Alors, quel accueil est à réserver aux impulsions corporelles lorsqu'elles sont déjà jugées dérangeantes? Les impulsions ne sont dérangeantes que pour un moi qui les refuse. Accepter l'impulsion ne signifie pas s'y soumettre. Elle est une invitation à clarifier la perspective. Tant qu'il y a un quelqu'un qui veut quelque chose, ou bien l'absence de cette chose, il y a conflit, souffrance. Ce constat amène à un redressement dans la perspective. Être précède tout vouloir. J'aimerais vivre pleinement sans limite. J'aimerais que le monde voie qu'il y a une vision bien réelle au-delà de ce qui est vu. Est-ce l'ancrage dans cette vision qui permettrait d'éradiquer ces idées, ces désirs de transformation? Explorez votre motivation. Tant que perdure un besoin personnel, quel qu'il soit, la lumière de la réalité ne peut se transmettre avec justesse. Elle a besoin d'un instrument vacant pour pouvoir l'utiliser à sa guise. Comment pourriez-vous conduire une voiture dans laquelle est déjà installé un chauffeur? Lorsque le besoin personnel est vu, il n'est plus alors nourri par une inconsciente complicité. Il s'efface. Dans l'absence de tout besoin, il y a vérité, présence. C'est elle qui fait écho à ceux ou celles qui l'entendent. Elle est l'enseignement, libre de l'enseignant.